Et pour nous, on est très émus de le faire parce que je pense que voilà, c'est un premier exercice, donc vous aussi vous nous pardonnerez si on bégaye un peu, on hésite sur certaines choses. Mais en tout cas, on est certain que vous allez sortir de là avec une nouvelle vision de ce projet d'église et peut-être que vous pourrez le diffuser autour de vous. Bonsoir, donc Bon-Andrier. Donc je vais vous raconter un peu le début de l'histoire. Et en fait, bon, c'est une église catholique, donc c'est incarné, on est des hommes, et c'est une histoire d'hommes et de rencontres qui a démarré un peu avant qu'on travaille sur ce projet par une rencontre avec Antoine. Donc nous sommes deux architectes et nous avons créé une agence qui s'appelle Agapé. Donc Agapé, je ne sais pas si vous savez pourquoi ça s'appelle Agapé, il y a effectivement la symbolique de l'Agapé, mais ça veut dire aussi l'agence Andrier et Pélissier. Je sais, voilà. Ensuite, donc cette rencontre, elle s'est faite, on ne se connaissait pas du tout, elle s'est faite en 2010, je crois. Donc moi, je suis ingénieur architecte et je travaillais comme salarié dans une agence qui faisait de la promotion immobilière et je n'arrivais pas à devenir architecte. J'ai eu l'opportunité de faire un projet et puis je discutais avec d'anciennes relations de travail et un ami de travail m'a parlé, il me dit tiens, tu viens de te lancer comme architecte, j'ai rencontré un jeune qui comme toi se lance et vous avez des points communs, et il m'a donné ses coordonnées et j'ai appelé Antoine, on se fait un déjeuner et donc moi j'avais fait mon diplôme sur une maison d'église, donc c'était déjà en gestation depuis très longtemps, c'est un peu par là que je suis devenu architecte. Et Antoine, lui, construisait une église. Donc j'étais très intrigué. Il construisait une église au Havre, très belle église que je vous invite à aller voir. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Et donc voilà, on a commencé à faire des projets avec nos deux agences respectives. Et pour après les tribulations professionnelles, Antoine, qui était plutôt basé au Havre, est venu sur Paris. Je l'ai accueilli dans mon agence. Et 6 mois après, on s'associait, on créait. C'était en 2012. Voilà, pour la petite histoire. Donc, on avait participé ensemble avec nos deux agences à un concours qu'on ne va pas montrer, mais qu'on n'a pas gagné non plus d'ailleurs, mais qui était je vous en parle parce qu'il y a un clin d'œil dans notre carrière après. C'est une chapelle dédiée à Louis et Zélie Martin, qui était à Notre-Dame-des-Victoires. Il voulait aménager une chapelle, je ne sais pas si vous connaissez la très belle église Notre-Dame-des-Victoires à Paris. Et au fond, à gauche, vous avez une chapelle dédiée à Louis et Zélie Martin, qui n'est pas de nous, mais on avait fait un très beau projet. Et moi j'ai une fille qui s'appelle Zélie, donc c'est quelque chose qui me touche. Et une dizaine d'années après, on a été invité à construire la chapelle pour le tombeau de Louise Zélie Martin à Lisieux. On a terminé, vous pouvez aller voir à Lisieux. Voilà pour la petite histoire. Et donc 2012, on s'associe. Et moi, je fais partie d'un groupe je crois qu'il y a un groupe sur la paroisse qui s'appelle les Compagnons de Saint-Jean-Baptiste. Et il y avait un vicaire de la paroisse qui est le père Mathieu Dupont, qui est devenu évêque de Laval, qui gérait ce groupe, qui est à l'origine d'ailleurs de ce groupe, et qui m'avait dit, tu sais, il pense à construire une église, il y a un groupe qui travaille dans notre paroisse. Je dis, waouh, ça m'intéresse, nous on a déjà fait une église, on faisait des petits oratoires dans nos écoles, enfin, on était très penchés sur la question, on était très motivés. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Frédéric Burnier à cette époque, qui m'avait dit oui, mais c'est encore en travail. On avait même donné un petit coup de main à l'époque pour aider, on n'était même pas encore associés, c'était même encore avant, pour les tracts de présentation, etc. Puis on n'avait plus trop de nouvelles, mais je demandais quand même à être au courant. Puis on me dit oui, il va y avoir un concours d'organiser, on vous tiendra au courant. On était sur les starting blocks. Et donc en 2014-2015, je ne sais plus, on reçoit le dossier de candidature, qui était quand même très particulier, puisqu'on nous demandait on nous disait, bon voilà, on va construire une très belle église, il y avait un programme, d'ailleurs je félicite les gens de la paroisse qui ont préparé ce programme pendant de longues années, qui était très très bien monté, vraiment il n'y avait pas trop, il y avait tout ce qu'il fallait, enfin on avait tout ce qu'il fallait pour travailler. Et à partir de ce programme, on nous a dit, l'évêque,
poussé un peu par Bruno Valentin, je pense, a décidé de confier la conception liturgique et la décoration de l'église et la conception architecturale au Centre Aletti, dirigé par le Père Lopnik, dont le Père Lopnik fait partie. Et comme ils ne sont pas architectes, ils ne sont pas français, et qu'en France, pour pouvoir construire un projet d'architecture, il faut des architectes diplômés français, il fallait qu'ils constituent une équipe d'architectes qui accompagne le Centre Aletti. Donc on nous a dit, en gros, vous viendrez, mais vous signerez les plans, vous déposerez le permis de construire, et vous ferez le suivi de chantier. Bon, donc on va vous présenter ce qu'on a, notre réponse à ce concours, comme ça vous allez avoir toute l'histoire sur ces 10 ans. Et on a été un petit peu culotté. Alors je ne sais pas si on peut... Juste Rosy, là il y a la présentation de toi là, en 2 secondes, et après moi, et on continue, vas-y. Donc dans cette présentation de concours, on s'était présenté chacun. Donc là vous avez ma présentation, donc voilà. Mon directeur d'études qui est le philosophe Philippe Serre, qui est un philosophe de l'art, qui a beaucoup travaillé sur l'icône et qui m'a beaucoup inspiré. Donc moi j'avais mis comme référence qui me parlait, voilà, une véritable icône, un travail d'un artiste italien que j'avais mis un petit peu comme c'était un peu, il fallait trouver l'intrus dans ces 4 œuvres. Vous avez Lopnik à droite, vous avez une icône, vous avez ici Malevich. Et là, vous avez une œuvre de Poussin, je crois. Et ça m'avait permis d'expliquer la démarche artistique qui est pour moi très importante dans une œuvre religieuse. Et pour moi, ici, on a une grande œuvre d'art, mais pas forcément une œuvre religieuse. Alors que c'est une Madone. Mais voilà, donc c'est un discours que j'avais présenté et qui rejoignait beaucoup le travail de l'icône et ce qui a inspiré le Centre Aletti. Donc on avait présenté ça à l'oral. Alors, après, moi, juste pour préciser, sachant que dans le jury, il y avait des membres du Centre Aletti, donc vous voulez les séduire. Voilà, très bien. Benoît vous a présenté un peu son parcours très rapidement pour moi. Moi, je viens d'une école d'architecture où on travaille beaucoup l'espace moderne, en fait, inspiré de Le Corbusier, avec Henri Siriani à droite, un grand architecte péruvien qui a formé 30 ans d'architectes en France. Et j'avais en plus de ça une appétence, un désir, de par ma pratique évidemment aussi, de travailler sur la question de l'espace sacré, de l'espace liturgique. Et donc j'avais mis en bas, en partie basse, en fait, un petit peu les recherches que j'ai pu mener sur le mouvement liturgique avant le Concile Vatican II et après qui a engendré le Concile Vatican II, et un peu le meilleur de ce qui peut sortir du Concile, et comment finalement on passait de situations un petit peu stables où la communauté était plutôt spectatrice de la liturgie à un esprit plus communautaire. Et donc il y avait un peu cette idée-là. Et ce que je voulais aussi dire, peut-être en plus de ça, moi j'avais la chance de parler italien, je parle toujours italien, et donc en fait, le fait qu'il y ait le Centre Aletti qui me consulte et qui soit dans le jury, finalement, ça a permis de tisser des liens. J'avais la chance aussi de connaître un des architectes à Rome qui travaille avec le Centre Aletti, donc, et ayant été formé aussi à Venise, voilà, il y a eu je dirais cette alchimie, autant avec Benoît que moi et le Centre Aletti, pour créer une possibilité de gagner ce concours. Alors, ce qu'on sait, c'est que les débats du jury, le peu de retours, le peu de bruit qui ont couru sur c'est que le choix avait été difficile et que tout le monde n'était pas d'accord pour nous choisir. Donc, on a eu la majorité, mais pas l'unanimité. À l'époque, on avait présenté nos références. Donc là, on a remis des références dans le PowerPoint qui sont plus actuelles. Donc là, il y a cette église au Havre, l'église d'Antoine, voilà, en 2012. Où on voit un peu le travail sur le mobilier et sur l'assemblée, voilà, l'assemblée génératrice d'espace finalement, et un espace plutôt abstrait et avec aucune représentation d'iconographie, si vous voulez. Un travail qu'on a fait pour une école dans l'Oise, donc c'était l'aménagement d'une salle de classe en chapelle, véritable chapelle, et on a travaillé avec un architecte qui est de pratique juive et qui a composé le mur à droite, en fait, un peu abstrait, à la Mondrian un petit peu, je ne sais pas si vous avez des références de cet ordre.
mais qui marche bien dans l'espace. Un travail qu'on a fait aussi avec l'agence Agapé, qui a été fait un peu postérieur, enfin en plus ou moins au même moment que le concours de Saint-Joseph, et qui est l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou à Paris, et qui a été un travail de connexion de deux églises, puisqu'une église du 19e et une église du milieu du 20e siècle étaient séparées. Et on a fait ce travail sur le sanctuaire et sur la perspective. Et enfin, on avait aussi, ça on l'avait pas présenté à l'époque, mais donc ça c'est un projet qu'on a livré aussi dans l'Oise pour le diocèse de Clermont, le diocèse de Beauvais, pardon, donc une chapelle au service du diocèse, dans une sorte de maison paroisse, maison diocésaine, qui sert aussi de chapelle d'école. Et enfin le travail sur le projet de Louise-Élie Martin à Lisieux, donc dans la basilique, à droite de la basilique, et qui est le lieu où est exposée la chasse en fait, de Louise-Élie. Voilà, donc ça vient d'être livré. Et on est arrivé par ce projet un peu de manière différente des autres, puisqu'en fait c'est grâce au travail qu'on a pu faire ici qu'on a développé aussi une forme d'esthétique et de vision de l'espace assez proche. On retrouve aussi des liens sur la question de la courbe et de l'organicité en fait, du projet. Ici, oui. Donc là, c'est comment on a essayé de se démarquer. Pour nous, il n'était pas question d'être juste des gras de papier, des signes pour le centre Aletti. On voulait vraiment être co-créateur, on voulait participer et on a présenté les choses comme ça, mais en insistant bien sur le fait qu'on voulait se mettre un petit peu en serviteur inutile. C'est ce qu'on montrera sur la slide suivante. Et juste en deux mots, ça résume assez bien ce qu'on pense de l'architecture. Donc, et c'est ce qu'on avait mis. C'était un peu pour donner notre pensée qui nous guide depuis très très longtemps. Donc, ce qui nous interpelle dans l'architecture, c'est ce qui va s'y dérouler. Les utilisateurs, leur vie, donc on est toujours les hommes. Nous sommes persuadés que l'architecture influence le mode de vie de ses utilisateurs et par conséquent la marche du monde. Donc quand on crée des espaces, les espaces influencent un peu. Vous êtes dans une maison mal isolée, noire, pas lumineuse, etc., vous êtes malade. Vous allez attraper des rhumes, vous n'allez pas être bien. Si vous êtes dans une maison lumineuse, etc., agréable, vous êtes en bonne santé, vous êtes rayonnant, vous êtes sympa. Donc l'architecture, elle joue un rôle. On n'y pense pas, mais nous, on est convaincus de ça et on travaille en pensant à ça. Donc c'est une responsabilité qui est immense pour nous de faire attention à ce que les gens vont vivre notre architecture. La personne humaine est au cœur de nos préoccupations de chaque jour dans ce métier d'architecte et de maître d'œuvre. Toujours penser aux gens qui vont côtoyer et vivre notre architecture. Nous souhaitons que notre architecture soit belle, loin des phénomènes de mode qui passent et qu'elle donne du sens. Et on veut vraiment que les gens grandissent, voilà. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais on essaie d'être humble vis-à-vis de ça. Et ça rejoint la démarche, pour ça que le parallèle avec l'icône, la personne qui écrit une icône dans sa petite cellule de moine, il a dans cette intention de faire un support à la prière, quelque chose devant lequel les gens vont prier et vont s'élever. Donc il a une grande responsabilité lui aussi. Et on essaye de se mettre dans cette démarche-là quand on fait des projets. Pour la petite histoire avec Antoine, quand on a travaillé sur ce projet ou sur d'autres, parfois on est partis dans les monastères tous les deux bosser. Ensemble, on avait juste nos papiers, on coupait nos téléphones et on vivait avec les moines et on bossait nos projets comme ça. Notre pratique est à la fois rigoureuse, mais généreuse et pleine d'enthousiasme. On prend du plaisir, on adore notre boulot. Et elle est également complète, c'est-à-dire que nous vivons nos projets de la conception à la réalisation et que nous avons pu, depuis plus de 10 ans, posséder un vrai savoir-faire. C'est un peu pour se faire de la pub, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des architectes qui font des beaux dessins et puis qui les lancent après à des bureaux d'études ou des maîtres d'œuvre qui vont réaliser. Nous, c'est pas du tout notre conception. On veut maîtriser le projet du début à la fin. On était tous les deux sur le chantier jusqu'à la fin. On y est encore pour les petites bricoles qui restent à faire. Et voilà, on est investi et on lâche pas notre projet. Et le projet, il est fait tous les jours, même en chantier. Voilà. Alors, en fait, on parle de tout ça
parce qu'en fait, ça a été assez fondateur dans la démarche et ça a permis qu'on puisse ensuite avoir une passation, très rapidement on vous l'expliquera, entre nous et le Centrality. Et donc en fait, la démarche qu'on avait, c'était de dire on ne veut pas juste être des personnes qui font de la gestion technique, mais on veut rentrer dès le début dans la démarche du projet. Donc on est allé à Rome, etc., on va vous montrer. Et en fait, ça a permis pendant un certain temps voilà, donc ça, c'était un peu le cahier des charges qu'on avait demandé, c'était on acceptait qu'effectivement il y ait quelqu'un qui guide le projet qui ne soit pas nous. On se considérait comme des serviteurs un peu inutiles dans le sens chrétien, c'est-à-dire au service de quelque chose de grand, mais qu'en même temps, il fallait qu'on puisse participer du début à la fin au projet et qu'on soit un peu co-créateurs tout en restant en deuxième plan. Voilà. Donc ça a été, je dirais pas que c'est grâce à ça qu'on a gagné, peut-être pas, mais en tout cas, ça a permis après de construire la suite qu'on va vous montrer que Benoît va développer. Donc, pour terminer sur le concours, un concours, on en a fait d'autres, ça se gagne sur un projet, mais ça se gagne aussi sur un travail de fond, d'essayer de savoir toujours, de faire des liens, de savoir qui décide, etc. Et comme l'a dit Antoine tout à l'heure, on avait quand même des gros atouts, même si on était jeunes et qu'on n'avait pas beaucoup de références, on était une petite agence, et voilà. Mais Antoine parlait parfaitement italien. Le Centrality, il l'a dit, il connaissait un architecte qui était très proche du Centrality, Paolo Marciani, qui était francophile. Et on a passé un petit coup de fil à cet architecte qui connaissait bien le PR-Lotnik. Je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, on a été retenu et on sait que c'est le Centrality qui a poussé pas mal pour nous. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la première esquisse. Donc une fois qu'on a obtenu le concours, on a été à Rome. Et en fait, le PR-Lotnik, il a tout de suite dit laissez-moi faire, je gère, on vous appellera. On a dit oui, mais on veut participer quand même. Et il a dit oui, on vous tiendra au courant, on vous enverra. Et donc le concours, on avait obtenu, c'était mars. Et on a été le voir au mois d'avril. C'est là où il nous a dit tout ça, puis on est reparti, puis on a eu un échange pendant l'été, on recevait des mails de temps en temps, mais pas grand-chose. On savait qu'il était organisé, il avait fait venir des architectes, il y avait une architecte espagnole, une architecte italienne, il y avait Paolo Marciani qui avait encore son agence qui tournait un peu autour, et ils bricolaient, ils faisaient des maquettes dans leur coin. Et puis quand ils nous demandaient, on donnait notre avis, mais c'était quand même assez... ils étaient assez en vase clos. Artisanal, voilà. Artisanal. Alors, il s'est passé donc, ça, c'est un peu les travaux du début, les premières esquisses quand on s'est rencontrés. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Antoine. Si, alors moi, juste très vite, là. Là, vous avez l'équipe d'archi, là, avec nous, là, à Rome. Ça, c'est les maquettes qu'ils faisaient à l'époque. Mais déjà, on voit qu'il y a des choses. Très vite, on va passer sur les dessins, mais vous voyez que déjà, il y a des intuitions qui existent. Ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, nous, évidemment, les architectes du projet, mais il y avait déjà des choses qui nous ont, on va vous en parler, mais qui nous ont donné une impulsion. Et ça veut dire... Attends, Antoine, reviens, je vais juste montrer. Dans l'équipe, voilà, les deux architectes espagnols italiennes, je ne sais plus leur prénom. Oui. Et là, le père, c'est un père, le père Andrés, qui est jésuite et qui est architecte, et qui faisait partie du Centrality, qui était la personne qui était là au moment du jury. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à faire des allers-retours avec eux. Là, c'est un plan, par exemple, à nous, sur la question du programme. Ça, c'est des plans qui sont plutôt de chez eux, voilà. Et après, dans le développement également, voilà. Donc là, vous avez déjà les premières esquisses de plans. Et on reconnaît un peu le projet d'église avec les foyers liturgiques qui sont organisés. Le travail sur l'arche en fait, centrale, on va vous expliquer un petit peu la signification de tout ça. Et des études un petit peu plus techniques de structure. Ici, on a voilà, exactement ce qu'on a un petit peu aujourd'hui, à savoir un axe d'entrée, un baptistère sur la gauche, le sanctuaire avec l'autel et l'ambon, et la zone de pénitentiel sur le côté droit. Donc en fait, cet élément-là a été un peu l'organigramme qui a permis la suite du projet et le développement architectural.
et la relation de l'Église avec le centre paroissial et un narthex central. On est en quelle année là ? On est en 2016. 2016. Là, on est fin 2016, on est en novembre 2016, et au bout d'un moment, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait qu'il y a eu un transfert entre eux et nous. Alors, en fait, en fin 2016, première présentation du projet à l'évêque de l'esquisse. Ce qu'on appelle l'esquisse, c'est la première étape d'un projet d'archi. Donc, le père Rupnik arrive en novembre pour présenter. On n'a pas vu, il ne nous a pas envoyé, ou alors je ne sais plus, peut-être jusqu'à la veille. Donc on est convoqué pour venir assister à la présentation. On a eu des échanges pendant l'été, encore un petit peu au mois de septembre, mais après ils ont bossé dans leur coin, on ne savait pas trop ce qu'il allait présenter. Il vient, il présente donc le petit croquis qu'on a vu là avec l'organisation, et ça c'est des dessins qui sont peut-être un peu postérieurs. Voilà, c'est ça, il présente ça en fait. Hein. Voilà. Ça, qui est un petit peu voilà, l'idée de rayonner, de rayonner. Il y avait cette forme d'œuf, on n'était pas sur une ellipse, on était plutôt sur un œuf, une forme d'œuf. Il y avait l'idée de l'arche coupée. On peut voir ces petits croquis qu'il avait mis, tu sais, sur la planche d'après. La planche d'avant. Ou planche d'avant. Non, tu sais, celui où on voit en 3 étapes, l'abside, l'arche et c'est peut-être après, tu l'as peut-être bien. Bref. Bon, voilà, exactement. C'est là. Ça résume très très bien le projet, même si c'était pas tout à fait encore le projet abouti, mais on a l'abside, la coque, qui est une symbolique forte dans l'église, on reviendra dessus. L'arche, qui dans le travail théologique est important, Antoine va expliquer un petit peu plus en détail. La nef, avec son mur, la nef qui est constituée de ces grandes poutres qui renvoient et qui rayonnent sur la ville et sur le monde. Et la partie sacrée, la partie du peuple, reliée par cette arche qui symbolise le Christ. Résumons un peu rapidement. Juste pour vous dire, donc, le père Rupnik présente tout ça. On ne sent pas un enthousiasme débordant dans l'évêque très sobre, voilà, le père Valentin un peu plus enthousiaste. Et nous, pareil, bon, il y avait plein de choses hyper intéressantes, mais bon, les fonds, tout ça, on n'était pas très convaincus avec Antoine. Mais voilà, on prend la partie, en tout cas la partie liturgique, religieuse, est très bien posée. Et voilà, le père Rupnik repart. Et on est donc au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Et là, il nous appelle, je pense que c'est fin décembre, et il nous dit, venez me voir à Rome. Il nous convoque, en fait. On n'était pas demandeurs, etc. Il nous dit, venez nous voir à Rome, rapidement. On avait une échéance qui était la fête de la Saint-Joseph de 2017, au mois de mars, où on devait présenter à toute la paroisse, c'était vous devez vous en souvenir, avec des ateliers de travail, une présentation qui était au Cap Saint-Jacques, exactement, où ils avaient convoqué mais vraiment très largement, et il y avait des ateliers, et on savait que ça allait se passer comme ça, il fallait qu'on soit prêt. Donc le père Rupnik nous convoque début janvier, alors qu'on avait rien à faire, on prend l'avion avec Antoine, on y va, et il attaque direct. En fait, il n'y avait plus d'architecte, je ne sais pas, ils étaient repartis, et après quelques compliments, je vous aime bien, j'ai vu comment vous êtes, etc. Vous ne voulez pas reprendre le boulot. En fait, il ne nous a pas trop laissé le choix, il nous a dit, je vous fais confiance, reprenez le projet et préparez le dossier pour le mois de mars. Et donc, bien sûr, on a dit OK, et on a pris la main. Ouais. Donc voilà, donc c'est eu ce moment important où on est passé des architectes qui étaient un petit peu spectateurs, participants, aux architectes, on a pris en main le projet nous-mêmes et on a donné l'impulsion au projet sur la base de ce qu'avait fait auparavant. Comment tu fais ça? Ça, on a déjà vu, vas-y, continue. Voilà, donc là, ah oui, tu vas parler de ça, ouais. Donc vas-y. En 2 mots, donc parce que sur la structure, il y a eu une idée belle,
connaissez tous Gaudi. Voilà. Il y avait l'idée, une idée belle qui ne s'est peut-être pas forcément parfaitement concrétisée de façon très rigoureuse, mais l'idée de la nature qui donne la forme de l'église. Et Gaudi faisait ses maquettes comme ça. Il prenait il faisait ses arcs à l'envers, c'est-à-dire qu'il dépend de ses chaînettes, et il repérait le dessin et il disait ça c'est la forme naturelle, une arche, et après il la remettait à l'endroit. Et c'est comme ça qu'il a construit la Sagrada Familia et tous ses projets. Et ben notre église c'est un peu le principe entre l'arche qui porte tout et les murs de la nef. Nos arbalétriers en bois reprennent ce principe de funiculaire. Et on a trouvé ça assez beau, ça vient donner la nature, et c'est la nature qui dicte un peu la forme aussi. C'est la gravité. La gravité, c'est la nature. Oui, c'est ça. C'est le poids. Voilà. Et peut-être la deuxième slide qui explique ça aussi, Benoît, qui est bien. Voilà, là on voit bien ce que tu dis sur et comment finalement chaque arbalétrier en fait se raccordait, se posait en fait à un endroit précis. Juste, on peut peut-être revenir juste. Et on retrouve aussi le thème que tu as développé tout à l'heure. Ouais. Juste ce dessin il est intéressant parce qu'on voit donc le fait que ça rayonne vers le monde, tout converge vers l'autel. Hein, vous avez compris. Et en passant par cette grande transition qui porte tout, qui symbolise Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Voilà, donc là en fait, à partir de ce moment-là, en fait, en février, on commence à travailler d'arrache-pied pour cette présentation de mars, et on refonde en fait le projet différemment sur l'organisation de la paroisse à droite et la forme de l'église, puisque là vous voyez bien que c'est une ellipse parfaite et on n'est plus sur cette forme d'œuf. On conserve évidemment les foyers liturgiques et on travaille surtout aussi la question de l'élévation et des perspectives extérieures, parce que dans les premières idées, c'était très ramassé, très peu élancé, un peu lourd, et on a eu un défi à faire, et peut-être que tu peux continuer. C'était de dire comment on va connecter finalement cette partie-là de la tente avec l'abside et comment ça vit ensemble. Et je me rappelle une discussion qu'on avait eue à l'époque avec Paolo Marciani en Italie, c'était un vrai sujet. Dans ces premières esquisses en fait, qu'on a présentées, qui était le projet de mars 2017, on n'a pas encore le travail sur les arches extérieures. Mais on a vraiment les grands éléments, le clocher, l'abside un petit peu en pointe, des essais différents, et une organisation aussi du parvis qui répond un peu en point et contrepoint de l'espace du creux et du vide. Voilà. Et on voit comment tout ça vit beaucoup, de façon beaucoup plus fluide. À noter l'inclinaison qui n'est pas du tout la même qu'on est plus orienté vers le bas, on est orienté vers le haut. Voilà. Et dans cette planchette-là, ce qu'on voulait vous montrer, c'était les planches du Centraletti, dont on retrouve quand même quelque chose aujourd'hui. Vous voyez par exemple cette grande faille, ça c'est la lumière en fait de la faille de l'arche, on peut percevoir aussi quand il fait beau, avec le rendu d'après, notre travail. On a basculé de côté. Et l'inversion, le changement de sens en fait de l'abside également. Là, vraiment, je pense que vous voyez en bas à droite, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc là on est vraiment 7-8 ans avant la réalisation. Voilà, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. La faille, je pense que tu peux en parler peut-être maintenant. Oui, tu peux faire entendre. Non, mais vas-y, tu peux aussi. On la voit bien là. Oui, alors là vous avez la première perspective. Et le travail finalement de la lumière qui va éclairer cette abside sans être vue, enfin une lumière cachée, et qui représente en fait la blessure du Christ qui vient irriguer en fait le sanctuaire et qui permet de faire passer, je vous l'expliquerai très rapidement tout à l'heure, les personnes, enfin les fidèles
voilà, de cette tente de l'humanité qui est fragile, qui est ce qu'elle est en fait dans son imperfection, à ce ciel, cette grande direction vers l'eschatologie. Voilà, première asperge. On la trouvait bien à l'époque, mais on préfère le projet aujourd'hui. Voilà, donc on avait présenté ça. Là, il y a eu quand même une continuité du projet, donc il y a enthousiasme évidemment, puisque sinon on n'aurait pas continué, mais avec quelques remarques. Et avant de passer à ça, on va finir avec la deuxième perspective intérieure. Voilà, où on a ce qu'on a aujourd'hui déjà, qu'on perçoit bien. Peut-être continuer. Voilà. Donc très rapidement, je voudrais juste vous parler du sens du sens théologique en fait de l'Église. Et en fait, c'est inspiré de la lecture des Hébreux, chapitre 8, chapitre 9. Donc je vous inviterai à aller chercher ça quand vous aurez le temps. Et si on prend les quelques lignes, les quelques lignes de la Bible, en fait, car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable, il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc ça, c'est le Christ sacerdoce dans l'Épître aux Hébreux qui rentre en fait dans cette tente. Puisque ce que dit saint Paul, c'est que dans l'Ancienne Alliance, il y avait deux tentes. Il y avait la première tente où on pouvait rentrer, et il y avait la deuxième tente où rentrait le grand prêtre. Et donc dans la Nouvelle Alliance, le grand prêtre, c'est le Christ, c'est celui qui peut rentrer dans cette tente du Saint des Saints. C'est le seul digne qui puisse rentrer. Et pourquoi ? Parce qu'il a donné sa vie pour nous, voilà, et il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés. Et donc, c'est lui qui s'offre lui-même en sacrifice, c'est le grand prêtre qui s'offre lui-même en sacrifice. Et donc, cette parole de l'Ancien Testament, reprise par saint Paul, et saint Paul dit la chose suivante: frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et donc, cette arche en béton, avec cette faille, c'est la chair du Christ, c'est la blessure du Christ sur la croix, qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire. Et donc, c'est tout le fondement théologique de l'Église que vous avez là, résumé dans ces schémas. Vous les lisez. Et aussi, une fois qu'on peut rentrer, une fois qu'on est jugé digne par notre indignité, d'une certaine manière lavé par le sang du Christ lui-même, de nos péchés, eh bien, on peut offrir nos dons de nos vies, en fait. Et c'est ce que nous faisons dans l'Eucharistie. Et la question de Saint Joseph est très intéressante, et c'est inspiré de la figure de Saint Joseph, qui était un travailleur, et qui a offert son travail pour nourrir le Christ, pour nourrir sa famille. Donc ça c'est, je dirais, la base un peu théologique de l'Église, et qui marche bien dans le sens où c'est assez rare, me semble-t-il, d'avoir une abside aussi grande et qui d'une certaine manière est séparée, mais de l'autre nous inclut à l'intérieur. Je pense que vous avez senti ça, c'est-à-dire qu'en fait on est à l'extérieur, mais on est aussi à l'intérieur. Par les proportions, par tout ce qui a été pensé, et par cette dimension même en fait extrêmement grande, dimension même encore plus haute que la nef. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est par la hauteur même de l'abside que la lumière rentre, ce qui en général est l'inverse, on a souvent une abside plus basse. Donc là on a inversé ce dispositif, et qui permet d'avoir une lumière mystérieuse du ciel. Ensuite, après ce travail initial qu'on a pu mener, qui a été le fondement du projet, il y a eu une série d'améliorations qui se sont mises en place. Suite d'ailleurs à cette grande messe, il faut dire, mais cette grande journée où il y a eu des ateliers, etc., il y a eu un débriefing qui nous a été fait avec des petites critiques, des petites choses à améliorer, dont une
La principale, c'était le fait que ce soit tout blanc et que ça pose question à pas mal de gens. Alors, on a beaucoup réfléchi après. Et, on va le développer ensemble tous les deux. Voilà, donc reviens juste sur le plan masse. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, un plan masse blanc, en fait. Donc en fait, on était, nous, dans la blancheur. Je vous avais parlé de Le Corbusier, tout ça. Bon, voilà, donc on avait en France, on a du mal avec la couleur en architecture moderne, et donc là, on était sur du blanc. Donc on voit que c'est blanc. Et là, il y a eu deux travails, en fait. Il y a eu le travail de la couleur, peut-être que tu peux avancer, et le travail sur la question de, comment dire, cette grande abside, en fait, elle était trop forte, trop présente, elle repousse un peu, si vous voulez, le visiteur, vous voyez, et ça marchait pas complètement très bien. Donc, on a retravaillé ça. Donc là, vous avez des esquisses déjà, et on peut continuer, mais on voit déjà des esquisses de choses qui font penser un peu à l'architecture, aux arcs boutants de l'architecture gothique. Donc c'était un peu ça l'idée, c'était de dire on va se raccrocher à quelque chose de la France, c'est très moderne, et il faut qu'on revienne à quelque chose de plus contextuel. Voilà. On voulait vraiment faire un clin d'œil, c'était aussi Obi qui avait cette intention, c'était il voulait que ce soit une église française. Donc il y avait toute la tradition des cathédrales et les arcs boutants qui font cette forêt et qui permettent cette élévation. Donc voilà, de façon un peu allégorique, on a créé cette enveloppe autour qui est venue aussi d'un positionnement fort de projet. C'était une idée d'Antoine. J'ai la slide après, je pense. On voit après. Voilà, là par exemple, ici, là, ce que tu ouais. Voilà. Enfin, pardon, je t'interromps 2 minutes, mais vas-y. C'est pour illustrer ce que tu dis. C'est finalement ça, ces voiles, déjà ça allège, c'est un voile par définition, c'est une voile, et donc en fait ça vient alléger l'assise très puissante ancrée au sol, et ça permet aussi d'accompagner finalement le clocher. Il y a plusieurs choses. Ça permet aussi que le clocher finalement soit raccroché au sol par un escalier et par le fait que finalement cette abside, ça rejoint la couleur, ça rejoint la matérialité, cette abside devienne signifiante et non plus juste un volume qui nous rejette, parce qu'en fait on est dans un sens inverse, on est à l'extérieur, et donc on a voulu à un moment donné travailler sur, on vous montrera très rapidement, sur une signification de l'abside. Et d'autres voiles qui viennent envelopper l'église et qui font que le volume fermé en plan de l'église, l'ellipse, s'ouvre et viennent appeler les personnes à l'extérieur. Et donc dans le parcours du visiteur, on part finalement du parking pour monter, tourner autour de l'église et rentrer comme un chemin processionnel vers le centre, vers la porte d'entrée. Voilà. C'est un petit pèlerinage qu'on propose. Et on a l'église, on a profité aussi un peu de la topo, elle est un petit peu plus haute que le terrain naturel, donc vous montez, vous avez remarqué, il y a une rampe, on monte tout doucement, on n'a pas été trop violent, mais voilà, on monte du parking vers le terre-plein et on continue à monter jusqu'à rentrer dans l'église et on s'enroule autour de l'église, et il y a ce mouvement de procession qui se traduit en plan. J'espère qu'on a une planche où on le voit bien. Ouais. En plan, voilà, donc ça vous voyez tout le travail, ça commence à s'affiner. Moi, j'insiste aussi, ces enroulements, ça permet aussi de mettre, ce que disait Antoine, de mettre en valeur comme un écrin l'abside qui est un peu le joyau, voilà, qui est la partie la plus sacrée de l'église, et elle se sent de l'extérieur. Je pense que vous voyez, on a mis du doré, enfin, on va revenir sur les couleurs, mais on l'a vraiment mis en avant et mis en valeur. Et voilà, des maquettes numériques. Là, on était encore en blanc, finalement, dans tout ce travail. Les maquettes, on a fait des maquettes incroyables. Voilà, et là, vous avez déjà la forme qui est quasiment là, sur la partie église, encore très indéfinie sur la partie centre paroissial, et qui se connectait assez mal, en fait, avec le projet très organique, en fait. Voilà, avec des choses. Voilà. Donc là, vous avez la perspective qu'on avait présentée
Toujours en noir et blanc. Donc on était en fin 2017. Hein. Il y a eu un gros travail de fait et c'est déjà ça ce qu'on a aujourd'hui. Alors, il s'est passé quelque chose, on s'est retrouvé à Rome et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, parce que le blanc, on voit bien que ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre cette église invitante, moins mystérieuse, moins abstraite. Et alors à l'époque, il y a eu une conférence d'un architecte chinois au pavillon Arsenal à Paris, c'est le lieu des architectes. Et il s'appelle Wang Shu, et lui, il travaille des matériaux de récupération, et il construit des projets incroyables avec des chutes, des bouts de terre cuite, des bouts de pierre, des bouts de... Et ça nous a fait un peu tilt. Et je me souviens, on tournait en rond, on n'arrivait pas, on était dans le bureau du Centrality. Et à un moment, on a dit, mais on parle de Wang Shu. Et on se dit, on va faire ça, en fait. C'est vachement bien. Ça va donner de la vie, ça va donner de la matière à la façade. Et évidemment, Rupnik s'est emparé du truc en disant, je vais faire de la mosaïque, je vais faire ça en mosaïque. Et donc, on est parti là-dessus. Et on a eu une proposition de dessin de Rupnik pour l'abside. Et pour le reste, c'était du non figuratif que nous, on a travaillé nous-mêmes. Avec, vas-y, montre les perspectives. Donc là, c'est le travail qu'on a fait sur les choix de... Ça, c'est vraiment du agapé, hein, tout ça. Je veux dire, en dehors des figurations, il y avait tout un travail. Il y avait les figurations 1 et 2, ça c'était les dessins de Rupnik. Voilà. Là, il y avait un travail sur l'arche. Voilà, après, on a fait des perspectives en couleur. Et on avait ce genre de façades qui ont été déclarées comme ça au permis de construire, hein, qui sont des façades qui étaient officielles, quoi. Voilà. Ça, c'est un travail très très difficile, hein, de rendre ça sur des voiles courbes, de trouver donc un travail un peu artistique. Hein. Voilà, ça c'est la perspective. Je ne sais pas comment on est là, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est après, voilà. Bon, le projet, il avait pris cette tournure-là, on en était là, et à un moment donné, il fallait rentrer dans le détail, il fallait rentrer dans le projet. Donc là, on vous montre quelques esquisses, des poteaux d'évolution, voilà. Donc très, très rapidement par des thématiques, et ensuite on parlera aussi des questions du mobilier. Voilà, donc on était sur ces idées-là, après ces idées-là, et en fait, on a dû faire des poteaux parce que l'arc caténaire dont on vous parlait, c'est très beau, mais en fait, c'est très long, et ça ne tenait pas. Donc on a dû poser un poteau pour que ça tienne. Moi, je veux dire à ce sujet que c'est, en fait, ces poteaux, ils sont super, même s'ils vous gênent peut-être pour... Ils sont positionnés, c'est ça. Il faudrait, je ne sais pas si on a une planche du plan, mais le plan de l'église, c'est pas qu'une simple ellipse, c'est une double ellipse. Vous avez l'ellipse qui correspond à l'abside et au poteau. Et l'ellipse est parfaite. Vraiment, et vous avez l'ellipse, la deuxième qui est un peu plus large, qui prend les murs de l'église et qui prend les deux chapelles, le Saint-Sacrement et la Vierge. Donc, et qui prend aussi les murs extérieurs qui enveloppent l'église. Donc il y a un travail dedans, dehors, de connexion. Et cette première ellipse, celle centrale, la plus concentrée, où on est vraiment, il n'y a pas de poteau entre vous, ça correspond à l'assemblée, ça devait correspondre à l'assemblée dominicale, c'est-à-dire 450 personnes qui étaient dans le programme. Il paraît que vous êtes tout le temps 800, donc mais voilà, c'était l'idée. C'est ça. Donc là, voilà, quelques travails. Après, la question de. En fait, c'est comme un fil que vous déroulez tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez juste très vite dans la conception architecturale, vous avez des voiles extérieures qui s'enroulent, que vous avez des choses qui viennent se connecter, bah forcément, à l'intérieur, vous dites, bah, on peut pas faire un voile en béton posé au sol tout bête. C'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, on a commencé à travailler sur également des voûtes intérieures et dans les espaces, dans les interstices, l'idée c'était de mettre du programme en fait, simplement. Donc voilà, un baptistère, les confessions, etc. On venait glisser des éléments sous ces voûtes en fait à l'intérieur. Ce que vous voyez là, c'est le développé du mur quand on regarde dans le fond de l'église. Vous avez la porte au milieu,
vous avez le baptistère, pardon, le confessionnaux à gauche, Et là, c'est la sacristie, l'accès au centre. À droite, vous avez le baptistère, vous avez l'orgue ici, et tout ça est inclus dans une grande voûte, la porte au milieu et les 2 vitraux de chaque côté. Voilà, et toute la difficulté après pour nous, une fois qu'on a fait tous ces dessins-là, on va dérouler un peu, c'est de l'expliquer aux entreprises pour qu'elles le réalisent comme on l'a imaginé. Donc là, on a les esquisses de la chapelle du Saint-Sacrement. Voilà, donc avec le travail, là on voit bien un peu le concept. Voilà, cette ellipse inversée posée au sol finalement d'une certaine manière. Qui se trouve sous le clocher, c'est très important. Le clocher qui est un petit peu hors œuvre, qui est un petit peu sorti, mais qui est connecté à l'église par cet enroulement. Alors, en dessous, vous avez le Saint-Sacrement qu'on repère tout de suite quand on rentre, normalement, bien visible, le rouge au fond. Et le début du travail sur un peu le mobilier et comment on va faire ça. Ensuite, vous avez, voilà, là vous avez la planche Là, on est sur le la chapelle. dossier de consultation des entreprises et c'est un détail qu'on a donné aux entreprises pour qu'elles fassent cette partie-là. Fait à la main, c'est Antoine qui a fait ça. Voilà, ça c'est Benoît qui a fait ça. Je renvoie le compliment. Donc ça, là on est sur le plafond de l'église. Voilà, donc en fait toute la difficulté du plafond, c'est intéressant, c'est la question de l'acoustique. Comment ça marche avec des doubles courbures assez compliquées. Donc on s'est quand même pris la tête pendant plusieurs mois. C'est un enfer ce plafond. Voilà. Il est coupe-feu, il est phonique, il est thermique, il est courbe à double courbure. Voilà. Donc Raphaël qui a participé au chantier et qui est là, il pourra vous raconter, on a dû justifier, faire des calculs sur le chantier nous-mêmes pour expliquer qu'on ne rechargeait pas trop le poids, etc. En bref, voilà. Ça paraît simple quand vous le voyez, mais c'est voilà. un moment d'enfer. Là, on est sur des détails de porte. Ça, c'est bon. Voilà, c'est la porte d'entrée de l'église intérieure. Là, vous êtes sur le baptistère. Donc déjà là, on avait commencé à travailler sur le mobilier un tout petit peu, et on imaginait déjà des choses avant d'avoir là. Donc on était déjà dans ça. Et là, on a le calpinage un peu des pierres qu'on retrouve aujourd'hui. Vous avez vu qu'on a symboliquement le baptistère, on y descend comme c'est souhaité dans la tradition. On va expliquer un peu mieux le baptistère, l'explication du baptême. En fait, les 8 côtés sont les jours de la création initialement. Voilà. Le 8e jour, le Seigneur se reposa, Dieu se reposa. Donc il y a ça. Et évidemment, la descente au baptême dans les baptistères anciens, syriens, qu'on retrouve encore un petit peu, et aussi même à Rome, à Saint-Jean-de-Latran, on a un baptistère octogonal. Bien le baptistère est octogonal et a des marches qui permettent de descendre avec une pierre noire qui représente la mort et le baptistère lui-même qui est blanc en fait. Voilà, l'arrivée de la mort et la résurrection, le passage de l'esclavage à la liberté. Donc c'est cette symbolique-là de la pierre noire quand on est en bas du baptistère. On s'est posé la question de faire une vraie piscine baptismale, mais ça n'a pas été retenu. Les confessionnaux, détail, c'est pareil, c'est un détail numéro 6 du dossier, qui sont aussi, qui ont une forme particulière, qui répond de l'autre côté de l'entrée au baptistère, c'est un autre sacrement. Alors c'était pareil, ça c'était une demande de faire des confessionnaux un peu dans la tradition, où on est en tête à tête, mais en étant séparés par une petite claustra, avec le confort d'aujourd'hui et notamment l'accessibilité des personnes handicapées qui peuvent venir se confesser en fauteuil sans problème dans un des deux confessions, avec une petite zone d'attente, en n'étant pas complètement dans l'église, mais en étant quand même très connecté à l'église. Donc là, on va finir avec les détails. Voilà, quelques détails de projet, de porte. Bon, ça n'a pas été retenu. Le projet tel qu'il était présenté donc aux entreprises pour la réalisation. Et le travail sur le mobilier. Donc on va dérouler le travail. Donc là, il y a eu un travail qui a été fait avec... déjà, en fait, on avait déjà pensé au mobilier. On avait imaginé beaucoup de choses. Et en fait, on a commencé à travailler avec Augustin Frison-Roche, l'abbé Grosjean nous a appelé, nous a dit, voilà, j'ai un artiste et j'aimerais qu'il travaille avec vous sur le mobilier. Parce que déjà là, on avait un peu lâché, enfin nous, on n'allait plus beaucoup à Rome d'une certaine manière, et sur la question du mobilier, on
on était totalement libre de penser ce qu'on souhaitait faire. En fait, on peut raconter une Ouais, petite anecdote, mais gros changement, le père Bruno Valentin devient évêque, l'abbé Grosjean, forte personnalité, débarque, et ça s'est pas forcément super bien passé avec le père Rupnik, et l'objectif, je sais pas s'il est là, l'abbé Grosjean, il est là, l'objectif pour lui, c'était de pouvoir faire venir des artistes autres et de varier un petit peu et qu'on ne soit pas du Rupnico. Et du coup, il nous avait parlé d'Augustin, donc sur le mobilier qu'on avait dessiné, on voulait sculpter, et le père Rupnik ne sculpte pas, donc il n'est même pas très pro sculpture. Donc on a réussi à faire ça. Mais il y a eu un gros débat, même avec Augustin, on en a parlé, comment il se positionnait. Parce que Rupnik, lui, disait, moi je veux une œuvre, je veux pouvoir maîtriser l'ensemble de la composition. Et c'est vrai qu'on ça bataillait entre eux, et on servait un peu de... On était entre le père Rupnik et l'abbé Grosjean, et on ménageait le chou. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, qui a pas mal facilité les choses. Voilà. Exactement. Et donc là, session de travail. Et en fait, en une fois, franchement, faut le dire, en une fois, on l'a vu, on a décidé ce qu'on voulait faire au niveau des sculptures. C'est-à-dire que ça a duré 3 heures et on était hyper contents après cette réunion de travail, en sachant qu'on lui faisait confiance parce qu'on savait ce qu'il faisait, on avait vu son travail. Donc il faisait un peu ce qu'il avait déjà fait. Oui, mais c'était... Ça nous convenait bien, c'était ce qui nous plaisait dans son travail aussi, ces arabesques très discrètes et très élégantes. Exactement. Peut-être qu'on va continuer parce que là on voit quelques images. Donc ça c'est la conception initiale. Notre travail. Voilà. Donc on avait imaginé un hôtel avec... ça sortait, c'était plus facile pour les pieds des prêtres. Mais là, après on a choisi quelque chose de plus difficile pour les pieds des prêtres, ici. Et finalement, voilà. Je pense qu'Augustin nous a un peu aidé à choisir aussi ça. Parce qu'en fait, là, on est plus sur la pierre, sur le sarcophage, si vous voulez, voilà, de l'autel, quoi, la pierre sacrificielle. Voilà, là, on est encore un petit peu dans un langage différent. On était sur un autel peut-être plus long, à un moment donné. On avait déjà Lambon qui reprend l'octogone, en fait. Hein. Lambon, c'est un 2 tiers d'octogone, on va dire, de baptistère. Et on a les mêmes pierres entre l'autel, Lambon, le baptistère. Voilà, donc c'est tout même pierre, et normalement on a essayé d'avoir le même métal. Voilà, et là vous voyez une petite esquisse qu'on a fait pendant cette réunion de travail, déjà de volutes, etc. Là vous avez le baptistère tel qu'il est aujourd'hui, et des essais de bancs. La croix, celle-là, ce sera ça qui sera positionné au-dessus de la coupole qui représente le monde. Et ensuite, ça c'est pour les bénitiers. Et là vous avez le siège du célébrant. On avait déjà, alors à cette époque-là, on travaillait aussi à Lisieux, donc on était dans un langage assez proche sur les accoudoirs, sur toutes ces choses-là. Donc on travaille souvent aussi avec des références de projets qu'on a en cours. Le président a des accoudoirs, les acolytes non. Voilà. C'est ça que la hiérarchie se fait. Voilà. Avec un dossier un peu plus haut aussi. Et sur le dossier du président, il y aura une pierre blanche qui reprend. Et sur le bénitier, on retrouve cette même pierre, en fait, ce marbre, avec un pied en acier, comme pour les bancs. C'est toujours 2 pierres. Vous avez la pierre blanche, et vous avez toujours, par exemple, sur l'autel, c'est une pierre en marbre qui vient finir l'autel. Vous avez la même chose sur le baptistère, vous avez la même chose sur le... Voilà, et vous l'aurez ici aussi, il y aura une pierre qui finira le siège. Absolument. Voilà. Vous voulez dire qu'il y a une pierre sur le bénitier aussi? Le bénitier sera en marbre aussi. La coupole, c'est une pierre. C'est une pierre. Oui. Et dessous, c'est du métal, c'est de l'acier. Oui. Bon, là, voilà, donc là, on retrouve la perspective de tout à l'heure. On avait commencé, on a travaillé aussi en 3D. Avec juste géométriquement, vous voyez que Lambon, on l'a positionné sous le point culminant de l'arche côté côté nef. Voilà. C'est le point le plus haut, sachant que derrière on est beaucoup plus haut dans le chœur, au-dessus de l'autel. Mais voilà,
peu cet embon massif. C'est un petit peu une extrapolation des travaux de Rupnik qui faisaient des embons où vraiment c'était quasiment une chair, comme on montait dedans, et voilà, avec le cierge pascal qui était intégré. Voilà, on a simplifié un petit peu, mais on a voulu quelque chose de massif et qui est du corps, où les embons qu'on trouve qui sont toujours très fins avec voilà, les petits pieds. Et c'est quoi le sens? Comment? C'est quoi le sens? La parole. Il faut que ce soit. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on a les esquisses qu'on a repris. Ça fait partie d'un dossier de présentation qu'on avait fait à la paroisse, à Saint-Pierre-du-Lac. Et on a repris ces planches-là pour vous les remontrer rapidement. Voilà. Et donc maintenant, on va vous parler de la suite, parce qu'il y a eu une aventure. Dans l'aventure, une fois que tout était calé, tout était tout était chiffré et les entreprises choisies. Je vais même dire au bout de la première année de retard du chantier. Voilà. On a eu On nous a dit le jour le 8 décembre en fait. Ouais, le 8 décembre, on nous a dit que en fait, voilà, c'était terminé avec le Centraletti, et donc c'était à nous de reprendre le travail sur les façades. Et donc on a commencé à travailler on a repensé l'ensemble des façades, et donc il a fallu trouver autre chose que ce qu'on avait imaginé à l'origine, à savoir de la mosaïque figurative et non figurative ailleurs. Donc voilà, de la mosaïque partout. Pour être très concret, il y avait aussi un problème de budget, parce que Rupnik faisait ça pour beaucoup moins cher qu'un vrai mosaïste. Il y avait des prix qui étaient chez Rupnik, je schématise, mais de l'ordre de 200 € du mètre carré, et on avait les prix des mosaïques, c'est de l'ordre de 1000. Donc il y avait un facteur 5, et vous avez une surface considérable à couvrir sur le projet. On en avait mis partout. Il y a 1000 mètres carrés de façade à peu près. Donc là vous avez les planches qui ont permis, qu'on a envoyées en fait à certaines entreprises. Donc on va vous montrer un peu le déroulé de cette histoire quand même, qui est très, très intéressante. On avait finalement en tête 3 ou 4 personnes. On a cherché un peu des mosaïstes, donc on va je vais faire des ouais. Et voilà, on avait trouvé des gens bien, mais voilà. Donc il y avait un groupe, donc il existe toujours ce groupe-là, on vous le présente très vite. Il s'appelle la communauté Don Bosco, et en fait il travaille au Pérou avec des personnes un petit peu à la base pas très formées, et il les forme à l'art de la mosaïque. Donc ça c'était intéressant parce que c'était un peu caritatif en termes d'esprit, ils rejoignaient bien, et voilà, ils sont portés par l'évêque de la ville locale, et ils ont fait une proposition qui n'a pas été retenue parce qu'en fait on gardait toujours cette symbolique, et il a fallu qu'on l'enlève finalement, qu'on soit beaucoup plus neutre dans le travail. Donc voilà. Pour être aussi un peu direct, ils avaient des liens aussi. Ils avaient des liens avec le Centraletti, très éloignés, parce que c'est un couple qui gère cette association. C'est eux là, c'est eux. Et là, qui sont là, ici, là, voilà. Vous voyez, 2 Italiens. Adorable. Et lui s'est formé au Centraletti au début des années 2000. Il est parti, et voilà. Bon, dans le style, il y a un petit peu de Rupnik quand même si. Et aujourd'hui, ils font leurs œuvres au Pérou. Donc si vous voulez envoyer vos grands jeunes adultes là-bas, c'est génial parce que c'est vraiment catho, et ils forment, enfin voilà, c'est super de faire un stage ou un truc là-bas dans une ville comme ça. Ils ont beaucoup de travail. Ils ont beaucoup de boulot, et ils sont très inspirés, donc c'était des choses très jolies avec des fleurs, des étoiles. Il y avait le thème aussi de la fuite en Égypte, voilà, des choses intéressantes. Qui seront repris dans l'abside en fait. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça qui est étonnant. Le petit motif en pochoir des petites fleurs bleues. Je ne sais pas si vous avez été voir l'exposition de Augustin Faison-Roche au Bernardin. Voilà, on retrouve un peu il y a quelque chose. Voilà. Ensuite, on a changement de décor total. On nous a conseillé une entreprise spécialisée dans la mosaïque en Allemagne. Donc là, vous voyez, c'est autre chose.
1500 € du mètre carré. Voilà, extrêmement cher. Et c'était vraiment militaire. Mais c'était des belles discussions, mais très carrées, et ça aurait peut-être été un peu rigide. Donc finalement, on ne l'a pas choisi. Et c'était très cher. Ensuite, on a consulté une artiste formée à la mosaïque. Donc là, c'est ça qui est intéressant, en Italie, puisqu'il y a une école d'art de mosaïque en Italie, dans le nord de l'Italie. Et donc, Héloïse Barrault. Bon, alors le problème, c'est qu'elle était toute seule et qu'elle devait s'associer avec d'autres artistes. C'était pas tout à fait facile. Après, on a été très touchés par son travail, mais elle n'était pas. Enfin, ouais, on sentait que c'était compliqué. Nous, on avait quand même 1000 mètres carrés à faire, c'était des problèmes d'assurance. Et il y avait quand même un petit truc elle n'était pas. Je pense qu'elle n'était pas catholique fervente. Voilà. Donc, pas si c'est quelque chose qui aurait pu jouer, mais il n'y avait pas autant d'enthousiasme que pourrait l'avoir un Augustin. Et enfin, on a, grâce à ce... Bah, tu peux peut-être raconter l'histoire. Je vais vous raconter cette histoire parce qu'elle me tient à cœur. Vous avez ici le mosaïste qui a fait toute la décoration. Alors, on était avec Antoine, on était un peu dépité, on cherchait, on était là, on n'avait que des prix qui sortaient du budget, on avait Héloïse Barrault qui était un peu branque parce qu'elle n'était pas structurée. Mais voilà, elle avait été formée à Spilimbergo. C'est l'école de mosaïque la plus réputée au monde, et c'est ce qui se trouve dans l'Italie. Et donc, bon voilà. Et moi, dans ma carrière passée, j'ai eu un genre de mécène, un gars qui m'a un peu aidé quand je me suis lancé, qui m'avait donné 2 projets. C'était une entreprise de carrelage que j'avais rencontrée sur un de mes chantiers, qui a disparu depuis, qui a déposé le bilan. Mais je suis resté en contact avec ce gars qui s'appelle Achille, qui est italien. Et il m'avait invité une fois chez lui, et dans sa maison, j'avais découvert de magnifiques mosaïques sur les murs. Et je lui ai dit, waouh, c'est super. Et en fait, c'était son père qui était un grand mosaïste, qui a fait la Maison de la Radio à Paris, qui avait fait beaucoup d'œuvres de mosaïque en France, et qui avait été formé à Spilimbergo. Je le reprends, je lui dis, mais dans les connaissances de ton père, est-ce que tu connais des Italiens ou des Français qui sont offerts 1000 mètres carrés de mosaïque? Il me dit, tu sais, moi je viens de prendre ma retraite, je n'aurais pu, mais je vais demander à ma mère. Je vais demander à sa mère, qui connaissait un très bon copain de son père qui était mosaïste, qui était le directeur de l'école de Spilimbergo, ancien directeur, donc qui ne travaillait plus, qui était retraité aussi, mais dont le fils avait repris la boutique. Et le fils, c'est Sergio. Voilà l'histoire. Notre fameux Sergio. Et en fait, on est allé, enfin moi, je suis allé le voir, ça c'était en juillet, c'était mes vacances, 2 jours, et voilà, là vous avez l'église de Spilimbergo, vous imaginez un peu l'ambiance quand même, c'est pas même que chez nous. Et il m'a fait visiter donc l'école, voilà, donc là vous avez l'école de mosaïque, des différentes salles, et ça va de ces 3 ans de formation. Et c'est un travail très difficile parce que vous allez de par le monde entier, en fait, on vous appelle en Russie, en Grèce, etc. Et vous vivez sur le chantier, quoi. Donc c'est vraiment une abnégation. Ces jeunes qui font ça, c'est incroyable, mais c'est un style de vie quand même particulier. Il s'appelle Monsieur Pastorotti, voilà. Et il nous a sorti des prix au mètre carré tout à fait raisonnables. Voilà. Mais qui ne permettaient pas de faire 100% de... Voilà, on était complètement au budget. Voilà. Donc on a dû faire avec Antoine, trouver d'autres solutions qui nous ont été un peu soufflées. Enfin, on nous a invités à réfléchir à d'autres solutions pour le... Ouais. Et donc on a trouvé une très belle brique, qui est la brique PCSN, On va la voir sur les photos là. Voilà. Juste pour ça, le but de ma vie, c'est de réceptionner, nous assurer qu'en fait il avait bien la pierre. Donc ça c'est dans son jardin. Et j'ai pas compté, mais je lui ai fait confiance, je lui ai dit écoute, il me semble qu'il y a tout là, ok on valide, et le diocèse a validé la facture, et c'était un peu, voilà, c'était un peu spécial. Voilà. Ça a été assez acrobatique parce que c'est un artiste, et nous on a besoin d'une entreprise. C'est un artisan plus qu'un artiste, je pense. Oui, et on avait un problème d'assurance, et on a trouvé un autre Italien qui lui avait sa boîte en France, qui a fait la brique et qui à un moment donné, ne s'en sortait plus au niveau des assurances. On voyait le moment où le diocèse allait nous dire bon, bah, laissez tomber votre mosaïque, on va faire autre chose. Et on redoutait ce moment-là. Et en fait, le gars qui a fait la brique, M. Contessi, a dit c'est bon, je prends sous traitance. Et le problème a été résolu.
Voilà. Donc là, vous avez les planches de présentation au diocèse et la validation après de l'évêque. Alors là, je voudrais juste une petite histoire, parce que là, tu racontes bien les histoires, moi j'en ai une ou deux quand même. Là, le bleu, en fait, on voulait mettre du bleu parce que c'était pour nous important. Et à un moment donné, on nous dit, je sais pas, il y a M. Barthélémy qui nous envoie un mail qui dit finalement l'évêque il veut pas de bleu. Alors bon, on était un peu, on s'est dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, j'ai pris mon mail, non, je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, Bertrand, en fait, le bleu c'est le voile de la Vierge, c'est la Vierge. Voilà. Et si on met pas de bleu, c'est dommage. Et là, l'évêque, il a validé le bleu et on était très heureux. Voilà. Donc on a du bleu, on a du doré, et on a cette grille qui finalement voilà, se marie bien dans la couleur avec cette mosaïque. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a deux pierres. Hein. En fait c'est du marbre. Là vous avez du marbre de Carrare, donc très blanc, enfin très qui prend très très fort la lumière, si vous voulez, qui est un peu plus gris, mais qui quand il y a du soleil tout de suite éclate. Et là vous avez un marbre plus gris, un peu plus gris, un peu plus... Ouais, c'est la banque voilà, là. Le Biancone. Voilà, et là vous avez Carrare. Et après il y a eu toute une histoire, bon ça c'est pour tout à l'heure dans la visite de l'église, sur la couleur des joints, on s'est un peu engueulé. Et finalement, qui est-ce qui a tranché? C'est l'abbé Grosjean. L'abbé Grosjean qui a tranché sur la couleur des joints. Et c'était bien, et c'était ton choix en fait. Ouais, c'était ton choix. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une couleur d'un joint, un joint clair pour celui-ci, un joint légèrement plus foncé sur celui-là. On a fait ce qu'on a pu et bon, on a dit le résultat. Juste. On avance parce que là on est un peu. Il faut bouger là. Donc là, ça vous ennuie ou ça va? Ok. On avance vite parce qu'il y a 3 photos de chantier qu'il faut montrer. Ensuite, il y a vraiment un artiste que vous devez connaître, et ça, c'est très important, on n'en parle jamais, donc on ne parlait pas trop, donc voilà, je vous fais découvrir les gens. C'est Jérônime Tizja, je ne sais pas comment on le prononce, qui est un artiste croate, et qui a travaillé avec nous sur la question du verre de l'église, et qui a été vraiment, en fait, un peu le sauveur aussi de la question de la lumière, parce que toute la difficulté, c'était qu'on ne pouvait pas faire de vitraux, pour plein de raisons thermiques, raison acoustique, de vrais vitraux, et raison de coût, parce que des vitraux c'est extrêmement cher en mètre carré. Et donc on s'est orienté sur une entreprise croate qui fait du verre un peu artistique. Et au bout d'un moment, on était un peu coincé en fait avec eux parce que en fait on travaillait avec Daniel, Et lui, c'est un fabricant de verre. Vous lui dites, je veux du verre comme ça, il vous voilà. Mais il n'est pas créatif. Et donc on réfléchissait, nous, et il nous disait, mais vas-y, fais les verres, fais-toi. Et moi, nous, on était faire les verres, quoi. On a quand même fait l'exercice de 3 fois, on était avec nos pinceaux, on essayait de faire des couleurs, mais voilà. on ça marchait pas. On allait faire des bêtises. Et à un moment donné, en fait, on a rencontré cet artiste. On s'en est ouvert à lui en disant, bon, on se sent pas trop. Il nous dit, moi, je connais un artiste. Et pas trop cher, on va lui parler. Et il se trouvait qu'il passait dans l'atelier au moment où on y était. On a discuté un peu avec lui. Et derrière, on a essayé de le convaincre et de nous faire une proposition. On l'a fait rencontrer Augustin, par nous intermédiaire, mais pour que son œuvre puisse accompagner le travail d'Augustin à la fin et que ce ne soit pas en concurrence. Clairement, l'œuvre d'Augustin, c'est le point focal principalement. Et le reste, c'était laisser rentrer la lumière, accompagner Augustin et aussi un peu de liberté. Et le lieu au niveau de l'entrée. Le cahier des charges, c'était aussi ne pas assombrir l'église tout en ne voyant pas à l'extérieur, tout en faisant rentrer la lumière. Donc c'était quand même assez compliqué, quoi. Et tout en faisant pas un verre dépoli, tout bête, un verre de salle de bain. Voilà, un verre de salle de bain. Donc c'était très compliqué. Et si vous regardez aussi bien, vous avez des traces de doré, enfin il y a un peu de subtilité. Voilà, donc on est resté sur des motifs abstraits, décoratifs, on va dire, sans symbolique particulière. Donc là, vous avez 2 petites planches juste pour vous les voyez. C'est celle qu'ils nous avaient envoyée pour qu'on les fasse valider. Voilà. Et après, ces planches-là qui sont... On a retiré le chandelier, on a retiré les trompettes parce que ça ne plaisait pas à certains. Voilà. Mais c'est... Voilà. Là, je pense qu'on peut passer au chantier rapidement, Benoît, parce qu'on a vraiment... on a 10 minutes, je pense. On vous a fait un petit florilège de photos de chantier. Si ça, je vous les passe là. Alors, pour ceux qui se souviennent, une grande prouesse technique de monter cette arche sans
sans qu'il soit contreventé. Là, nos essais de couleurs avec Je sais pas si sur on le va voir. noir. La charpente bois du. Voilà, l'arche. L'arche. Voilà. Là, attends, juste. Là, vous voyez les arches en béton là, qui se soulèvent là, vous voyez? Donc c'est tout ce travail-là, c'est assez, ça tient quoi. C'est pas trop, mais ça tient. Voilà. Voilà, là c'est pareil, ça tient avec deux butons. Voilà. On est peur. Il faut savoir que quand ils ont monté les grands échafaudages qui tenaient ça, c'était calculé pour 200 km/h de vent. Donc ils surveillaient tout le temps la météo. Si jamais le vent forçait et se rapprochait, il fallait tout démonter. Voilà. Donc on a vécu quelques semaines un peu de Là c'est l'enduit intérieur, donc on n'a pas fait une peinture, on a fait un enduit intérieur. Voilà, là vous avez les poteaux. Là vous avez la ferraille qui permet de tenir qui structure la l'arche qui est en béton projeté. Bon, il y a toute une histoire sur l'arche parce que Là c'est Sergio. il y avait une entreprise qui était prévue pour le faire, qui coûtait trop cher, qui finalement n'est pas venue. Finalement, c'est l'entreprise de Gros Œuvre qui a dû se débrouiller et qui l'a faite elle-même. Voilà, donc là vous avez on a suspendu la croix. Ça, c'est les tests de dimension de croix et de hauteur de croix avec Augustin. Alors voilà, à gauche vous avez les catacombes, là. Ça a une forme d'esthétique. Et un peu la montagne là où on peut monter. Il faut éviter quand même. Vos enfants, faut pas leur dire. Voilà. La croix évidemment. Le test des bancs avec le maître d'ouvrage, Hugues Dunoyer qui nous a accompagnés pour le diocèse. Voilà, là vous avez la structure des marches de l'hôtel, là. Les briques. Fameuse brique. Les compagnons, quelques compagnons. En bas à droite, Mario, là. Ça c'est très important. Lui, il a fait toute l'église en béton, hein, et il a signé de son nom sous le parvis, en Le fait. parvis, vous le voyez pas, mais il a signé. Voilà. Il prend sa retraite bientôt, c'est son dernier gros show. Voilà. Là, Ça, c'est- Raphaël, avec moi à gauche, et le maître, le compagnon couvreur. Et là, vous voyez, j'étais en train de dessiner sur le béton direct les petits détails pour qu'il le fasse. Voilà, Eric Valenza à droite. Hugues Dunoyer au milieu. Voilà, ça c'est nous. Ça c'est ce qui se passe sous le béton. Le plancher chauffant. Ça c'est des esquisses sur la mosaïque à gauche. On était aussi sur le chantier pour suivre les travaux de mosaïque. Voilà, ça c'est ce qu'on voit en haut. Et voilà, donc ça c'est avec quelques... Mario au milieu. Voilà. Là, on vous a mis deux personnes qui ont compté pour le projet avec nous. Julien Boutella, qui est un collaborateur qui est resté 7 ans avec nous, qui a fait toute la conception, qui a fait toute la 3D, qui est vraiment qui est un gars super. Son père est architecte, donc il a rejoint son père à Marseille. Et Raphaël qui est là, qui nous a accompagnés sur tout le chantier, le compte rendu, les visas. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être passer à l'extérieur, je ne sais pas si on a le temps, et à l'intérieur. Les questions? Il est quelle heure après? Il est moins 10. Il Il est moins 5, donc on a. Faut quand même faire un petit tour. Ouais. Hein. Et puis après, les questions. Les questions, on les fait dans l'église. Soit dans l'église, il y a un micro, donc on peut les faire à l'église, et il fera un déplacement. L'idée, c'est de faire une petite visite. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas trop long quand même, qu'on arrive à. Oui, Malgré l'enthousiasme de la salle, qui visiblement en faut encore. Mais On va bon, pas perdre les on gens. respecte. Donc là, on fait un petit tour avec vous et s'il y a des questions sur place, on vous répond.